Madame, Monsieur, bonsoir. La réforme de l'enseignement supérieur au menu de questions d'actu ce soir. Beaucoup de changements attendent les étudiants marocains à la rentrée prochaine avec un cycle licence et des troncs communs revus et révisés. Parmi les nouveautés, il y a ces passerelles, des passerelles entre les filières mais aussi les établissements qui devraient permettre la réorientation de l'étudiant. Il y a aussi ce nouveau système basé sur les crédits, notamment pour la validation des modules, mais aussi des cycles. Et puis l'autre grande nouveauté, c'est la formation par alternance, les échanges universitaires nationaux comme internationaux, désormais possibles pour les étudiantes et étudiants dans les universités marocaines. La tutelle prévoit aussi la création de centres d'excellence. Alors, loin des spécialités classiques, voire, je dirais même obsolètes, les centres en question dispenseront ou devront dispenser en tout cas des matières high-tech, à savoir l'IA, l'intelligence artificielle, data science, des sciences liées aux énergies vertes ou encore de la diplomatie et le droit appliqué, pour ne citer que ces spécialités. La recherche scientifique n'est pas en reste dans cette réforme, bref, une longue série de changements multidimensionnels que nous décortiquons ce soir dans cette émission. Cette réforme a un nom, le plan d'accélération de la transformation de l'écosystème d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Le ministère de l'Enseignement supérieur doit mobiliser beaucoup de ressources, humaines comme financières d'ailleurs, mais certaines voix s'élèvent déjà pour critiquer le fond de cette réforme qui manquerait, selon eux, de données qui permettent d'évaluer sa pertinence même. Comment éviter le scénario d'échec du système des bachelors qui était mort-né ? Eh bien, réponse à ces questions et à bien d'autres, et pour bien comprendre les dessous de cette réforme importante qui concerne des centaines de milliers de jeunes marocaines et marocains, j'ai avec moi sur le plateau le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, professeur Abdelatif Komat. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et nous avons également avec nous un expert en sciences de l'éducation. Il est d'ailleurs professeur à la faculté de sciences de l'éducation, Université Mohamed V de Rabat. Professeur Mohamed Gdira, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Marhaba, Moulay, marhaba. Barakallahu fik. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir vraiment avec moi deux experts en termes d'enseignement supérieur. Ma première question vous est destinée, professeur Komat. En tant que professionnel, en quoi, quelles sont les réponses qu'apporte cette réforme aux besoins actuels, mais aussi futurs, d'abord de l'université et puis aussi de l'étudiant, parce qu'elle est centrée sur l'étudiant, n'est-ce pas? Effectivement, en fait, l'étudiant est au cœur de cette réforme. Alors, qu'est-ce qu'elle va apporter, qu'il est en fait le bien fondé? Il faut rappeler tout d'abord que c'est une réforme qui est une émanation d'un processus qui a commencé depuis plus d'une année à travers les assises régionales qui ont fait le tour de pratiquement les 13 régions. Lorsque j'évoque 13 régions, c'est-à-dire y compris les Marocains du monde. Okay. On a essayé d'identifier un peu les besoins, les potentialités de développement dans le cadre d'une approche régionale. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une priorité stratégique dans notre pays. Et puis, bien évidemment, en parallèle, il y avait une réflexion de fond sur la dimension pédagogique, mais également sur les métiers qui sont en train aujourd'hui d'évoluer, d'apparaître. Et vous savez que le Maroc est en pleine dynamique d'insertion dans l'économie mondiale. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'ouverture et on a besoin que le capital humain accompagne justement cette dynamique socio-économique que connaît notre pays. Alors, au niveau des apports, bien sûr, il y a une multitude d'apports, notamment sur un plan organisationnel, bien qu'au niveau de l'architecture globale, nous sommes restés sur le système LMD, qui est licence, master. Doctorat, 3 ans, 5 ans, 8 ans, dans le cadre des accords de Bologne. Vous savez, le système de Bologne qui régit... Donc ça ne change pas, en fait. Ça ne change pas. Ça, c'est parmi les choses qui ne changent pas, c'est ce système LMD. Alors, ce qui va changer, c'est qu'à l'intérieur, bien sûr, des différents niveaux, que ce soit licence, master et doctorat, il va y avoir des changements. On commence tout d'abord par la licence. Alors, la licence, d'une part, elle serait une licence plus spécialisée. Vous savez que, d'une manière générale, dans les différents
les différentes disciplines, nous avons des licences jusqu'à aujourd'hui un peu généralistes. Généralistes qui peut-être ne s'adaptent pas à des besoins pointus sur un plan professionnel. Aujourd'hui, à partir de la licence, surtout la 3e année de la licence, il va y avoir des options, des parcours plus spécialisés qui, bien sûr, essaieront de couvrir les différents besoins, notamment exprimés par l'écosystème économique. Donc ça, c'est une première avancée. La deuxième, c'est qu'il va y avoir beaucoup de flexibilité. Vous savez qu'au Maroc, nous avons un grand problème d'orientation et de réorientation. Bien qu'il y ait un effort d'orientation, mais ce n'est pas toujours le bon choix qui est fait. L'étudiant a besoin, en cours de parcours, de se réorienter. Malheureusement, on avait jusqu'à aujourd'hui un système rigide. La mobilité à l'intérieur même de l'établissement ou inter-établissement était difficile. Aujourd'hui, nous avons des troncs communs qui sont partagés par les différentes filières qui permettent à l'étudiant, même en changeant de filière à une autre filière, il garde ce tronc commun et qui, en fait, lorsqu'il est acquis, il le garde. Et puis, il y a le système, vous l'avez dit, des ECTS, les crédits, qui manquaient à l'architecture marocaine par rapport à l'architecture européenne. En Europe, il y avait toujours le système de crédits qui permet à un étudiant capitalisant des crédits de les faire valoir lorsqu'il bouge d'un établissement à un autre. C'est ce qui manquait à notre architecture. Aujourd'hui, on l'intègre. Et donc, ça va Alors, vous l'intégrez, enfin, oui. Le ministère l'intègre, et vous, en tant qu'université aussi, vous allez l'intégrer. Mais quand on parle de ces intégrations, de ces nouveautés, elles concernent les premières années ou les deuxièmes? Non, il ne concerne que les premières années. D'accord. Alors, les étudiants... Les nouveaux étudiants. C'est-à-dire les bacheliers qui ont eu leur baccalauréat cette année. Alors, le système, le deuxième et troisième année, ils vont rester dans l'ancien système. Jusqu'à échéance. On va avancer progressivement jusqu'à 2025-26 pour que les étudiants inscrits dans le système actuel, ils vont rester jusqu'à terminer leur licence. Oui. Ceux qui sont inscrits l'année prochaine, ils vont intégrer le nouveau système, à part ceux qui sont déjà inscrits cette année et auxquels vont rester quelques modules et seront reversés dans le système actuel. Mais en capitalisant sur l'acquis et en faisant des correspondances de manière à ce que des matières proches, on va les valider, de manière à ce que la fluidité au niveau du passage soit assurée à l'avantage de l'étudiant. Alors, professeur Gdira, je vais bien évidemment vous faire réagir, mais avant, si on voit un peu l'historique des réformes de l'enseignement supérieur depuis la fin des années 90, il y en a eu 3, 4 ? Depuis l'indépendance, il y a eu à peu près 21 réformes. Oui. Et donc, toutes les réformes démarrent, mais on a le goût de l'inachevé. Dans le sens où on démarre, on s'arrête, une autre réforme, comme a dit Sa Majesté en 2015, il y a toujours la réforme dans la réforme. On réforme la réforme. Et ça, c'est problématique. C'est une vraie problématique. Ça veut dire tout simplement, dans les anciennes réformes, il n'y avait pas de vision claire. Oui. On était dans Il y avait une feuille de route quand même. C'est une feuille de route qui a été mise en place. Est-ce que c'est une feuille de route ou est-ce que c'est une feuille de chou? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une feuille. Non, mais c'est une charte nationale éducation-formation qui a été mise en place et c'était censé être la feuille de route. Oui, la charte est là et parfois les réformes ne respectent pas la charte. Et ça, c'est problématique. Mais est-ce qu'elle ne devrait pas évoluer? Parce que c'est un constat qui a été fait même par le ministre tout à fait. himself, c'est-à-dire même au Parlement. Il a dit qu'effectivement, il y avait des lacunes aux anciennes réformes. C'est pour ça que je commence cette question avec vous. Mais cette nouvelle réforme, donc, vient répondre aux lacunes des anciennes réformes. Est-ce que vous pensez cela? Je pense qu'il y a une volonté de changement. Ça, c'est sûr. Il y a une volonté de changement, mais il y a de la précipitation. Il y a de la précipitation. J'ai l'impression que M. le ministre essaye coûte que coûte de faire passer pour la rentrée scolaire 2023-2024 cette réforme. On pouvait bien attendre, puisqu'on on a attendu tellement d'années et donc... Mais attendre quoi? Enfin, pourquoi attendre que ça mûrisse, d'attendre, je dirais, une certaine maturité, un peu plus de débat, d'échange. Mais
Il y a eu la tournée, il y a eu la tournée dans les 13 régions, c'est-à-dire concertation, il y a eu. Moi, j'utilise toujours ce terme, excusez-moi, c'est une tournée folklorique. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, professeur Gdira? Écoutez, pourquoi on fait compliqué lorsqu'on peut faire simple? Il y a des universités, on peut, à partir des universités, trouver des commissions et travailler dans le silence, synthétiser et donner à monsieur le ministre le feedback. Voilà, tout simplement. Mais venir avec des trompettes comme ça, dire qu'il y avait des assises, alors, supposons il y a des assises, pas de problème, qu'est-ce qu'on a récolté de ces assises? On a récolté cette réforme. Je peux répondre voilà. parce que... Bien évidemment, parce que vous êtes concerné. Est-ce qu'il y a des rapports? Est-ce qu'il y a des rapports de ces assises? Est-ce qu'ils sont publics? Ok. Est-ce que les enseignants... Vous pouvez le regarder en lui posant la question directement. Est-ce que les enseignants sont... C'est vous l'animatrice. Non, mais ce que je veux dire, ce sont des questions qui sont adressées à juste titre. Je ne contredis pas la justesse de ces questions. Mais effectivement, est-ce que, selon vous, professeur Komat, ces assises-là ont effectivement ont vraiment eu un apport pour mettre en place cette réforme, pour élaborer cette réforme? Alors je peux témoigner parce que j'étais... Vous avez assisté, voilà. Pas assisté, mais j'étais en fait partie prenante. Au niveau de la région Casablanca, j'étais en charge personnellement des relations avec le monde socio-économique. Et jamais il n'y a eu autant d'ouverture, notamment sur la CGEM, sur la Chambre française du commerce et de l'industrie, sur le CRI, sur un certain nombre d'organismes, notamment associatifs, parce qu'il y avait un certain nombre de blocs. Il y avait le bloc environnement socio-économique, il y avait le bloc associatif, parce que l'associatif également partie prenante, il y avait le bloc, bien sûr, les acteurs internes, les étudiants, les professeurs, etc. Donc il y avait des ateliers qui ont donné lieu, bien sûr, à des réflexions, qui ont donné lieu à des conventions, et qui nous ont inspiré un certain nombre d'orientations. Alors, pourquoi j'atteste cela? Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez ce que nous sommes en train de monter comme formation, ils sont tournés autour des métiers de pointe, notamment pour le cas de notre université, mais au niveau national, tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est automobile, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est développement durable, mais également dans le domaine social, sociologique, etc. Et je dirais, ça j'en témoigne parce que j'étais au cœur un peu de cette dynamique, c'est qu'une bonne partie de ces orientations ont été exprimées par ces acteurs, parce qu'on avait pratiquement la CGEM qui était présente, on avait les chambres françaises, la Chambre de commerce et d'industrie, le Centre régional d'investissement, donc plusieurs également associations qui travaillent dans l'intermédiation, mais également dans l'ouverture de l'université sur le monde socio-économique. Donc ça, pour dire que peut-être il fallait plus de débats, ça, bon, on peut en convenir, mais dire que ces assises n'ont pas fourni des éléments, tout d'abord d'ouverture. Vous pensez que ça a été précipité? Ça a pris plus d'une année. Est-ce que c'est suffisant pour réformer tout l'enseignement supérieur? Alors, parce qu'il y avait un travail en parallèle. Il faut juste rappeler que c'est vrai, Gdira évoque peut-être une réflexion en interne. Il y avait en parallèle des réflexions en interne. C'est-à-dire que le ministère avait initié en parallèle 2 pans de travail. Un pan de réflexion qui est mené par des commissions internes, qui réfléchit un peu sur le côté pédagogique, mais également sur le côté réglementaire, sur le côté digital. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y aura une révolution en matière de digital, soit au niveau des modes d'enseignement, en fait amené, parce que même sur le plan aujourd'hui de la loi, on reconnaît l'enseignement à distance comme composant du système d'enseignement. Ce n'était pas le cas dans le passé. Mais également les digitales à travers des plateformes qui vont permettre aujourd'hui de soutenir les enseignants sur notamment tout ce qui est soft skills. Les langues, par exemple, dorénavant, il y a des plateformes qui sont expérimentées qui vont appuyer ce volet. Tout ce qui est soft skills, tout ce qui est développement personnel et interpersonnel. Alors tout cela, il se faisait en parallèle. Il se faisait en parallèle, donc il y avait l'écoute et l'échange avec les acteurs des différentes régions, mais en même temps, il y avait, vous savez que le ministère de l'Enseignement supérieur est organisé en plusieurs commissions. Bien sûr, il y a la commission qui regroupe les présidents d'universités qui se réunissaient pratiquement d'une manière hebdomadaire. Et donc, ce qui fait que la résultante un peu de cette réflexion émane de ces débats. Maintenant, la question, est-ce que c'est précipité, est-ce que c'est le temps, est-ce qu'on peut attendre encore
davantage. Moi, je dirais qu'on n'a pas besoin de perdre encore beaucoup plus de temps. Très bien. C'est une réforme qui s'impose. Le Maroc, aujourd'hui, il est dans des défis en termes de mondialisation, en termes de nouveaux modèles de développement, en termes d'investissement direct étranger, qui a besoin de compétences. Ce qu'on voit aujourd'hui, vous savez qu'il y a, en fait, entre mai et juillet, le Maroc a signé des conventions d'IDE de plus de 100 milliards de dirhams. 76 milliards de dirhams au mois de mai et 31 milliards de dirhams au mois de juillet. Ce sont des investissements directs étrangers qui veulent s'installer au Maroc dans des domaines pointus, qui ont besoin de compétences. Et donc, autant on accélère la mise en place de cette réforme, on va pouvoir récolter un capital humain en mesure d'accompagner ces dynamiques. Quand c'est pour aller à l'horizon 2000, parce que là, le ministre a avancé le chiffre de 100 000 étudiants pour, par exemple, que l'aéronautique et l'automobile à l'horizon 2026. Et 100 000 enseignants. D'abord, on va parler des étudiants, on parlera des enseignants. Le gouvernement a un plan à l'horizon 2006, donc tous les chiffres qui sont avancés ils sont à l'horizon 2026, mais en fait, cette opération, elle est continue. Oui. Elle est continue. Enfin, on espère, parce qu'il y a eu plusieurs opérations, mais qui ont été rompues dès qu'il y a changement d'exécutif. Professeur Gdiela, alors, on a parlé... Alors, si vous le permettez... Oui, bien évidemment. Fond et forme de cette réforme. Après, on ira dans le détail, vraiment, de toutes les réformes. Il y a une recommandation du Conseil supérieur qui dit la chose suivante. Il faut une vision systémique et globale de la réforme, surtout au niveau de l'orientation et de l'information de nouveaux étudiants qui ne connaissent pas grand-chose sur l'université. Ça, c'est pas moi. C'est l'une des dernières recommandations du Conseil supérieur de l'éducation. Ça veut dire tout simplement, implicitement, on va lire ici, de la précipitation. Voilà. Maintenant, ça démarre, et ça a démarré sur une grande entorse juridique. Parce que vis-à-vis de la loi. Attendez, bien sûr. Vis-à-vis de la loi qui régit tout à fait. L'enseignement supérieur. Je crois qu'il y avait un mélange dans le cadre juridique avec, je dirais, pas mal d'éléments et sur les projets de loi, les projets de décret, etc. Alors donc, déjà, si la loi actuelle, la loi, elle n'a pas été revue. Donc il y a une loi, elle date de 2000. Oui, tout à fait. C'est la loi, 0001. Donc cette loi n'a pas été revue. Donc... Mais qu'est-ce qui pose problème dans le cadre juridique vis-à-vis de la réforme ? Il y a une hiérarchie dans la démarche juridique. Il faut d'abord la loi qui encadre. Et puis, par la suite, les projets de décret, et puis, par la suite, je dirais, les décisions, etc. Le ministère n'a pas respecté cette hiérarchie. Donc, déjà, il y a une entorse, comme j'ai dit, à ce niveau-là. Deuxièmement, il y a une insuffisance de préparation dans le sens psychologique. Attention, n'oublions pas que les étudiants ont quitté et ils ne sont pas sensibilisés. Ils ne savent absolument rien sur cette réforme-là. Donc, bien sûr, ils ne savent rien. La décision a été prise le 20 juillet 2023 de mettre en application. Oui, avec le décret. Voilà. Donc, le 20 juillet, les étudiants ont déjà quitté l'université et donc ils ne sont ni sensibilisés. Oui, mais ça ne les concerne pas parce que alors, ceux qui ça sont... ne les concerne pas. Ça concerne qui alors? Non, ça concerne les nouveaux étudiants. Non, aussi. Pour le coup, ils auraient pu être... Ça concerne les administrateurs, les professeurs, les étudiants. C'est ce qu'a dit le professeur Koma tout à l'heure. C'est que pour les nouveaux étudiants que le nouveau système va être appliqué. Bon, après, pour les étudiants, c'est ça, en master peut-être. Il y a deux volets. Tout d'abord, l'aspect juridique. L'aspect juridique, la loi, parce qu'il y a la loi, qui est la loi 0001, n'est pas du tout touchée. Ces changements ne touchent pas la loi, parce que la loi, au niveau de ses fondements, elle est respectée. Bien évidemment, il y a tout ce qui est décret, lié notamment à la mise en place de ce qu'on appelle le CNPN, le cahier des normes pédagogiques. Et bien sûr, ces changements au niveau de l'architecture, c'est pratiquement acté. D'ailleurs, il y a un décret qui est passé par le Conseil du gouvernement ce lundi, d'ailleurs. Donc, ce qui fait que le côté juridique, il est en train d'être ficelé. Moi, je ne crois pas qu'il va y avoir la rentrée septembre, qu'il va y avoir une rentrée en déphasage avec l'aspect réglementaire. Alors maintenant, concernant les étudiants, effectivement, parce qu'au niveau
au niveau de l'université. Nous avons la licence, les masters, le doctorat. Ceux qui sont concernés en premier, ce sont les licenciés. Parce que les masters, la réforme, elle est prévue pour 2024. Le doctorat, c'est pour 2023, mais le doctorat, on attend, mais il n'y a pas de chamboulement. Par contre, au niveau de la licence, bon, vous l'avez dit, ce sont les premières années. Les premières années, ils vont s'inscrire en semestre 1 comme d'habitude. Par contre, ce qui va changer, parce que globalement, au niveau du S1, il n'y a pas un chamboulement, un grand chamboulement, on a introduit notamment tout ce qui est soft skills, tout ce qui est langue, qui est un plus pour l'étudiant. Mais les choix, en fait, des spécialités, c'est en troisième année. Par contre, en première année, on reste dans l'architecture telle qu'elle était envisagée, réalisée dans l'ancien système. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un déficit de communication, mais je crois que incessamment, il y a une campagne de communication donc, qui est prévue par le ministère. D'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs responsables du ministère passent sur les différentes antennes, les différents médias pour expliquer. Mais il va y avoir également de la communication via les différents médias pour justement expliquer un peu le bien fondé, le contenu de cette réforme, sachant que il ne concerne que les nouveaux bacheliers, ceux qui sont déjà dans le système. C'est ça ce que je disais, mais du coup, pour les soft skills, les étudiants qui sont en deuxième année, ils ne sont pas concernés. C'est-à-dire dans leur cursus universitaire. Non, en fait, les programmes, ils vont rester tels qu'ils sont. Les programmes ne vont pas changer. Les soft skills, oui. ils ont des langues, mais il ne va pas y avoir de changement. Les changements, c'est à partir de la première année, c'est là, on va voir systématiquement, du S1 au S6, c'est-à-dire du semestre 1 au semestre 6, de la première à la troisième année, systématiquement des modules de langue, et on encourage essentiellement les langues internationales. D'accord ? Les étudiants, ils doivent justifier d'une certaine maîtrise de la langue. Un niveau B1, je crois, voilà. Pour l'anglais, pour le français, pour qu'il puisse avoir sa licence. Et en même temps, systématiquement, justement, des soft skills. Alors, au niveau des soft skills, c'est vrai, Segdira a évoqué que l'étudiant ne connaît pas. Et il faut rappeler que les soft skills du S1 avec lequel l'étudiant va commencer, ce sont les méthodes d'enseignement universitaire. La première des choses, on va lui expliquer l'université, son organisation, et également comment s'adapter au mode d'enseignement universitaire. C'est le premier module, c'est les soft skills S1. Donc ça, et là, c'est juste une question. Donc là, ces matières-là vont être dispensées par des professeurs déjà existants à l'université ? Ah oui, bien sûr. Alors il y a bien sûr des plateformes qui sont préparées, des plateformes digitales, ou plutôt digitales, qui sont préparées et qui vont toucher la partie soft skills et la partie langue. Très bien. Donc pratiquement les 2/3 du contenu sera fait à travers des plateformes. La deuxième chose, c'est que le ministère a encouragé aujourd'hui tous les établissements de se doter de départements soft skills et transversalité. Ça veut dire que nous, on les a au niveau de plusieurs établissements. On devrait donner davantage d'importance aux professeurs, notamment de langue et de soft skills, pour qu'ils puissent accompagner justement ce tournant. Parce que quelle est la finalité ? La finalité, c'est d'accompagner la formation des étudiants par des compétences techniques, mais également par des compétences comportementales, par des compétences de citoyenneté. Et c'est cet équilibre-là qui peut-être nous manquait dans le passé. On avait des étudiants qui étaient bons au niveau des connaissances, techniquement, mais leur manquait deux choses, les langues et l'aspect soft skills. Ils ont du mal à se vendre, à communiquer. Tout ce qui est prise d'initiative, tout ce qui est leadership, tout ce qui est travail en équipe, c'est des aspects qui leur manquaient. Aujourd'hui, ils sont intégrés dans les modules d'une manière officielle avec également des soft skills orientés, tout ce qui est digital. Donc, il va y avoir donc ça, c'est les modules de formation digitalisés. Voilà, digital, mais également tout ce qui est valeurs, citoyenneté, etc. On voudrait que l'étudiant soit plus intégré dans les objectifs, notamment en termes de valeurs, etc. D'accord. Alors, il y a cette grande nouveauté, c'est la formation par alternance, professeur Gdiera.
Non, j'ai envie de rebondir sur beaucoup de choses, excusez-moi. Allez-y, mais j'aimerais bien qu'on détaille aussi. Oui, on va les détailler, mais vous parlez, la moitié vous parlez du temps les power skills. Non, les power skills, c'est la nouvelle dénomination des soft skills. Qui nécessite des spécialistes. Oui, d'où ma question. Oui, mais ça va être mais justement, sur des plateformes digitales. Ce n'est pas des professeurs d'économie ou des professeurs de communication, c'est une spécialité dans les pays anglo-saxons. Donc ça veut dire qu'un professeur doit avoir le titre de spécialiste dans les soft skills. Les méthodes d'enseignement sont différentes. D'accord ? Lorsque, jusqu'à présent, nous n'avons pas de dispositif clair des composants de ces power skills. Ça n'existe pas. J'ai enseigné les soft skills pendant 22 ans, madame. Et je sais de quoi je parle. C'est une spécialité qui nécessite de la sociologie, de la psychologie, des sciences politiques, de la gestion, de l'économie et de l'anthropologie. Ça veut dire qu'un vrai professeur des soft skills doit avoir au moins un minimum dans toutes ces spécialités-là. Alors, lorsqu'on parle des soft skills, c'est les méthodes de résolution de problèmes. Ça, c'est un module à part. Hein. On va parler de l'adaptabilité. Donc, il y a un aspect psychologique, un aspect sociologique. On va du time management, hein, la gestion du temps. Ce n'est pas un cours qu'on donne comme ça. On va parler de l'esprit critique. L'université manque aujourd'hui de l'esprit critique. Les élèves qui viennent du lycée manquent de l'esprit critique. On va parler de comment former des groupes, le team building. On va parler des connaissances différentes des équipes de travail. Vous savez, il y a une sommité qui est Henry Ford, qui a dit énormément de choses. Hein, et il a laissé ça. Il a dit se réunir est un début. Et c'est ce qu'on est en train de faire, de se réunir. C'est un début. Rester ensemble est un progrès. D'accord ? Mais travailler ensemble dans la durée, c'est ça la réussite. Donc, nous sommes dans cette première phase. Non, parce que qu'est-ce qu'on fait ? Non, nous sommes dans l'activation d'une réforme. Non, attendez. On n'est pas encore dans... Ce qu'on trouve dans la réflexion et dans la réunion. Excusez-moi, madame. Ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est une rupture dans la continuité. Déjà, tout ça, ça a commencé avec l'époque de Hamzazi. La seule différence, c'est que Hamzazi proposait 4 années d'études, le bachelor, si Meraoui propose 3 ans pour rester dans le LMD. C'est-à-dire, l'ossature était presque pareille. Hein. La réforme se focalise sur les langues comme si les langues ne devaient pas être enseignées au primaire, collège et secondaire. Le rôle de l'université n'est pas d'enseigner les langues, de renforcer les capacités dans les langues. Oui. Vous savez, maintenant, le professeur a parlé de quelque chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. Il a parlé de plus de spécialité ou plus de spécialisation. Moi, ce que je trouve dans l'ossature, moins de spécialisation. Vous savez que les modules de spécialité, dans les 3 années, représentent 21,5%. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'avant, oui, si vous me permettez... Concrètement, j'aimerais bien... oui, voilà, vous développiez cette idée. Juste le temps qu'il finisse son idée. Je termine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un étudiant en économie, je donne ça comme ça, il étudiait l'économie en première année, en deuxième année, mais tout était basé sur l'économie. Maintenant, le grand problème, c'est que sur les 42 modules, il y a 9 modules de spécialité. Et ça, c'est très grave. Je ne sais pas si... Il se trouve que je suis le coordonnateur national pour le montage des filières d'économie. Je vous félicite, monsieur. Pour le montage de filières d'économie. Voilà. Bon, là, pour le coup, c'est-à-dire, vous êtes le mieux habilité à répondre à ce... Je suis étonné de dire qu'il y a que... En fait, quelle est l'architecture aujourd'hui au niveau de l'économie? Par exemple, moi, l'économie, je suis versé dans l'économie depuis 40 ans. C'est ma spécialité. De même, monsieur. Je suis un économiste de l'éducation. Alors, en fait, ce qu'on avait, c'est en fait une licence en économie et gestion. D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a scindé dès le départ.
On a économie à part et on a gestion à part. Ça a été scindé il y a plus de 2 ans, monsieur. Non. C'est pas aujourd'hui. Ça a été scindé plus de 2 ans. Vous le dites à un doyen. Moi, je suis sur le... Ça n'a pas été scindé. On a créé l'université de Stade. Ça fait combien d'années qu'ils ont scindé la gestion et l'économie? Ça, c'est les facultés. Au niveau de Stade, ils ont scindé la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales en faculté d'économie. En fait, ça veut dire qu'on a commencé il y a longtemps. Il y avait, en fait, dans l'essentiel des facultés, en fait, économie et gestion. Aujourd'hui, la décision a été prise au niveau du droit, de scinder le droit privé et le droit public dès le départ, et de scinder l'économie et la gestion dès le départ. Et au niveau de l'économie, nous avons un tronc commun qui est le S1 au S4, où il y a l'essentiel des matières de base. Et puis, nous avons, et c'est là où j'ai dit plus de spécialités, jamais on a eu, au niveau d'une 3e année de licence en économie, aujourd'hui, on a, dès la 3e année, l'étudiant il peut faire l'économie régionale, ça c'est nouveau, ça n'a jamais été. On a l'économie internationale, on a l'économétrie. Donc on a plusieurs spécialités qui existaient dans l'ancien système au niveau des masters. Aujourd'hui, ils sont décalés, sont avancés au niveau des licences pour donner une touche de spécialité aux étudiants. D'accord. Et puis pour les rapprocher du monde professionnel. Et l'idée, c'est que l'année d'après, on va monter des masters encore plus spécialisés. Un nouveau modèle pédagogique, en fait. Effectivement, d'une part, parce que c'est la tendance au niveau international. Si on prend, par exemple, moi je suis dans tout ce qui est management. Par exemple, le marketing, à un certain moment, on avait des masters en marketing. Dorénavant, on n'aura plus de masters généraux. Les masters, en fait, la spécialité marketing, c'est la 3e année. Et au niveau des masters, on aura, par exemple, le marketing digital. On aura le marketing des services, c'est-à-dire qu'on va aller vers plus vraiment la spécialité. Voilà. Et c'est la tendance aujourd'hui au niveau international. Depuis quelque temps. Donc, mais est-ce que vous pensez, professeur Komat aussi, qu'on devrait instaurer des quotas, parce que pour répondre justement, parce qu'on a trop de diplômés en droit, trop de diplômés en économie et de gestion, et qui se retrouvent à travailler dans des usines de câblage, par exemple. En fait, là, je donne la tendance, et ça, c'est un peu officiel, c'est un peu le choix. D'ailleurs, le ministre, il le dit lui-même, c'est qu'au Maroc, on a en fait 2 systèmes. On a les systèmes d'accès régulé, qui sont les écoles auxquelles, en fait, on s'intègre moyennant des concours, notamment tout ce qui est les écoles de gestion, les écoles d'ingénieurs, la fac de médecine, etc., mais malheureusement qui n'accueillent que 15% des effectifs. Et on a les 85% qui vont vers ce qu'on appelle les accès ouverts, qui sont les facultés des sciences juridiques, économiques et sociales, les facs de sciences et les facs de lettres. Oui. Alors, quelle est l'idée aujourd'hui? L'idée aujourd'hui, c'est de permettre des niches d'excellence dans les accès ouverts, d'où les centres d'excellence. Vous les avez évoqués tout à l'heure, c'est qu'on a monté des formations pointues auxquelles vont accéder les étudiants après le DUG et qui vont faire 3 ans. Donc plus 2, bac plus 2. Bac plus 2, comme le système par exemple de l'ISCAE. Vous savez, l'ISCAE, ils acceptent les bac plus 2. Les grandes écoles, ils acceptent les bac plus 2. Ça, on va le faire à l'intérieur de ces facultés. Et donc peut-être brasser un peu trop de monde qui s'entasse dans les amphithéâtres, dans les spécialités. Est-ce qu'on a encore besoin de littérature anglaise? En quoi ça va servir? En géologie, enfin, c'est bien d'avoir des géologues, mais bon... Vous avez évoqué la littérature anglaise. Tout ce qui est anglais, aujourd'hui, anglophone, il est très demandé. Vous savez que nous avons un grand problème aujourd'hui au niveau du marché, de l'emploi, c'est que nous ne trouvons pas des spécialistes anglophones, notamment l'enseignement de la langue anglaise. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'introduction des langues, toutes les facultés sont en train de recruter des professeurs, notamment en anglais, et on n'en trouve pas. Donc, pour dire que les facultés de lettres, par exemple, sur ce créneau, autant aujourd'hui, ils forment justement... Oui, mais ils sont formés, ils vont travailler dans des usines. Moi, je parle un peu de... Non, je veux dire... Mais c'est bien d'avoir des centres de formation qui répondent aux besoins du marché aussi de l'emploi. Ça veut dire qu'on revient à l'objectif de l'université. Est-ce que l'objectif de l'université, c'est de former des gens pour aller travailler quelque part, ou est-ce que l'université a d'autres rôles que cette professionnalisation? Alors, après, il y a une hiérarchie, parce que tout à l'heure vous avez parlé de hiérarchisation, il y a une hiérarchisation, l'université est d'abord là pour permettre aux personnes d'aller travailler. Non, c'est un débat, c'est un débat. Oui, effectivement. Aujourd'hui, en France, on trouve des bacheliers en biologie qui sont des facteurs. On trouve des gens aux États-Unis qui ont fait un PhD, mais qui
par accident, se sont retrouvés là et qui veulent être des plombiers. Il n'y a pas de problème. Par accident, mais là, oui. Justement, il y a un problème d'orientation, madame. Oui, c'est des exceptions qui confirment la règle, alors que la règle, elle est à l'envers dans ce cas-là. La règle n'est pas à l'envers. Oui. L'université ne forme pas pour des professions, pour des métiers. L'université, c'est pour rehausser le niveau culturel des gens, pour développer l'abstraction des gens, c'est pour comprendre la société et l'environnement socio-économique. D'accord? Bien sûr, on va donner, séparer la physique de l'économie. On est tout à fait d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'économie, on va la scinder et il y a plus de spécialités. Le tissu économique marocain n'est pas préparé à cela. Ça veut dire que cette logique du rôle de l'université de professionnaliser les étudiants ou de professionnaliser l'ensemble, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais été comme ça. Et on ne peut pas le faire. J'ai dit, il y a trop de littérature anglaise. Bon, mais demain, on va dire... Je dis pas qu'il y a trop, mais non, bon, effectivement, il y a trop pour la demande qu'il y a. Rien n'est de trop. Hein. On a besoin de la littérature, des géologues, on a besoin de tout. Mais ils finissent où, ces géologues? C'est pas réaliste de dire qu'on a besoin d'eux et que finalement, eux, ils ont besoin d'un job et qu'ils ne trouvent pas ce job, professeur Gdira. Dans le monde, aujourd'hui, je dirais cet ancrage, hein, emploi, formation, en 83, ça a été, je dirais, aboli scientifiquement. Hein. Donc, il y a un livre extraordinaire qui a été de Lucie Tanguy. C'est le problème de cette congruence formation-emploi. Mais les outils aujourd'hui ne permettent pas, parce qu'il y a deux vitesses. Le monde économique change avec une vitesse très très rapide. Le monde universitaire, non. Donc, on n'aura jamais cette adéquation. Mais là, le monde universitaire, il est en train de changer. Oui, mais bien sûr. Mais la vitesse n'est pas la même. Mais tout à l'heure, vous aviez dit de prendre le temps. Donc, soit on accélère ou là, on prend le temps pour prendre des... Vous savez, on n'a jamais le temps à moins de le prendre. Donc, on va le prendre. J'aimerais bien qu'on parle d'un détail. Vous avez parlé des centres d'excellence. C'est aussi... Ça va être aussi dispensé par des professeurs de l'université. Vous avez dit que vous étiez en train de recruter maintenant. Ou ça va être aussi sous forme de modules digitaux? Non, les centres d'excellence, c'est en présentiel. En fait, le digital, c'est un accompagnement sur certains modules qui se prêtent à ce type d'enseignement. Mais en premier lieu, bien sûr, les langues et les soft skills. Mais il faut dire que l'enseignement à distance, aujourd'hui, est reconnu depuis, en fait, on l'a expérimenté pendant le Covid, mais il s'avère qu'aujourd'hui, on l'intègre d'une manière officielle. Mais, en fait, l'essentiel de ces formations sont en présentiel. Bien sûr, il s'agit de nos enseignants qui vont, en fait, aller vers des spécialités plus pointues, mais également, le ministère est en train de mettre en place des ressources supplémentaires. Combien ? Cette année, il y a eu quand même pas mal de recrutements. On a eu pratiquement plus de 2300 postes qui sont dédiés à l'enseignement supérieur. C'est un record. On a procédé à une première vague de recrutement il y a 2-3 mois et pratiquement aujourd'hui, des postes sont ouverts pour septembre pour justement aller vers des niches plus pointues. Il s'agit des langues, mais également des soft skills, et puis des domaines plus pointus, notamment vous avez évoqué tout ce qui est IA, aujourd'hui l'intelligence artificielle, la data science, un certain nombre d'orientations qui sont pratiquement claires et partagées par l'essentiel des universités. Et même des centres de codage, 212. Effectivement. On veut en fait commencer à former l'étudiant sur le codage, mais avec une certification, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des centres en fait, qui sont destinés aux étudiants, mais pas seulement aux étudiants. Aujourd'hui, le codage, c'est une compétence qui permet même à des gens qui n'ont pas une formation supérieure d'intégrer le monde du développement. Ça, c'est au sein de l'université? Oui, bien sûr. L'université a un rôle interne, mais également un rôle en fait, d'université citoyenne. Et donc, tout ce qui est digital, aujourd'hui, il est porteur. Si on voit un peu ce qui se passe dans certains pays, si on prend que l'Inde, par exemple, et d'autres pays, en fait, la révolution digitale, c'est ce qui permet l'intégration de centaines de milliers de jeunes. Le Maroc, aujourd'hui, il se positionne, il est en train de se positionner
notamment sur cet aspect digital. Et bien sûr, nous avons besoin de centres et nous avons besoin de compétences. Pacte ESRI 2030. En fait, ESRI, c'est le mot, le concept qui regroupe toutes ces stratégies. C'est la stratégie d'accélération, en fait, de tout ce qui est enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation. Il faut rappeler que l'innovation aujourd'hui est intégrée avec force parce qu'il s'agit d'une part d'intégrer l'innovation au niveau de l'enseignement, mais également former des lauréats qui sont portés par l'entrepreneuriat et par l'innovation. Et donc, bien sûr, c'est une stratégie qui a ses objectifs à l'horizon 2030. Bien sûr, il s'intègre dans les objectifs du nouveau modèle de développement à l'horizon 2035. Et il faut rappeler que l'essentiel des objectifs du nouveau modèle de développement sont basés sur le capital humain. Si on n'a pas, d'ailleurs c'est pour ça que l'université, cette réforme, elle est au cœur de cette dynamique. Il ne faut pas oublier qu'en parallèle, il y a d'autres réformes. Celle, par exemple, initiée par Sa Majesté, liée aux cités des métiers de compétences et qui porte justement sur la formation des techniciens et techniciens spécialisés. Aujourd'hui, on en a 4 qui sont opérationnels, les autres ils sont en train d'être réalisés. Donc, il y a un travail qui se fait au niveau de la formation professionnelle et au niveau de l'enseignement. Est-ce que ce pacte, il sera respecté et ne sera pas abandonné comme le système du bachelor que, par exemple, qui a été... il a duré une année universitaire, le système en fait, du le bachelor 2021-2022 il n'a pas commencé, voilà, mort-né comme je disais, mais oui. En tout cas il a été adopté, mais est-ce qu'on peut être sûr de la continuité? Parce que vous avez parlé de l'importance du capital humain, le capital humain a besoin d'être rassuré, a besoin d'avoir confiance, une nouvelle fois vers cette université marocaine. Comment être sûr que cet ambitieux programme, parce qu'il est très très ambitieux, là nous ne sommes qu'à la première phase, dure et qu'il ne soit pas changé en 2026. Alors, quelle est la garantie pour qu'il puisse durer? C'est son contenu. Et il y a des tendances lourdes. Et quels que soient les responsables, il ne peut pas aujourd'hui remettre en cause un certain nombre de principes qui orientent ce plan. Notamment, par exemple, le digital, aujourd'hui au cœur de l'enseignement et comme compétence à acquérir par les jeunes. Ça, personne ne peut revenir sur ça. Lorsqu'on évoque tout ce qui est soft skills, aujourd'hui, en fait, moi, il manque quelque chose à ce plan. On ne se projette pas, on ne dit pas, par exemple, pour le digital, on a besoin de temps, on va former tant à l'horizon. Si. Ah, il y a un plan, par exemple, au niveau de l'informatique. Aujourd'hui, il y a même les acteurs, notamment le secteur du digital, avec le ministère en charge de la numérisation, qui a un contrat avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour former tant de cadres dans le domaine numérique. Par exemple, les sciences de l'éducation. Vous savez qu'il y a une licence, on a la licence générale, mais on a la licence en sciences de l'éducation. Aujourd'hui, le Maroc a besoin de dizaines de milliers en fait, de professeurs, notamment il y a un contrat et il y a en fait, je dirais, des moyens. Le domaine médical. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une convention entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur pour former justement plusieurs milliers de médecins et il y a des moyens. Vous savez que, par exemple, les postes budgétaires qui sont dédiés aux facultés de médecine, ils sont des postes qui n'ont jamais eu dans l'histoire des facs de médecine. Par exemple, la fac de médecine de Casablanca, l'année dernière, il y a eu 90 postes. Jamais dans l'histoire, il n'y a eu autant de postes. C'est pour accompagner ce plan justement de réalisation des objectifs. En fait, il faut dire que pratiquement tous les secteurs... Il y a des objectifs chiffrés à ce plan d'accélération. Le développement durable avec le ministère... En fait, les ministères, ils sont en contact, pas seulement en contact, mais contractuellement avec l'enseignement supérieur pour former avec des chiffres précis, avec des moyens qui sont en train d'être mis en place. Très bien. Un commentaire peut-être avant qu'on passe à autre chose, professeur Gdira. Un commentaire, moi j'écoute avec beaucoup d'attention mon collègue. Notamment sur la formation des enseignants, hein, parce que là, on en a besoin des enseignants. La formation des enseignants, c'est une formation qui laisse à désirer. Oui. Le recrutement, ça laisse à désirer. Je vais vous dire une chose. Il y a un nouveau cycle de licence en éducation pour former les enseignants nouvelle génération. Il y a ce qu'on appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc cette GPEC n'est pas appliquée dans l'enseignement supérieur. Il y a un quota, on donne le quota à l'université et c'est à l'université de dispatcher les postes. Il n'y a pas d'étude de besoin. Dans une faculté, nous avons recruté 70% alors qu'il y avait un surplus. 70 personnes, pardon. 70 personnes, avec un surplus de professeurs. Ça veut dire quoi, tout simplement?
Ça veut dire que cette gestion prévisionnelle n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des facultés où les professeurs chôment. Vous dites cela en connaissance de cause? Je parle en connaissance de cause. 0 heure de travail. Ils sont payés? Ils sont payés. Par l'État. Voilà. Donc, voilà le petit commentaire. Si vous voulez un grand commentaire, je peux vous en donner. Allez-y. Sur les cycles ce qui est étonnant dans ce genre de... C'est parce qu'il y a des normes. On ne peut pas dire qu'il y a un surplus. Vous savez qu'il y a des normes d'encadrement au niveau international. Oui, mais... Le Maroc, il est pratiquement à un tiers de la norme internationale. Si vous prenez par exemple les facultés des sciences juridiques, économiques et sociales, nous avons en moyenne un professeur pour 200 étudiants. La norme est un professeur pour 60 étudiants. Oui. Donc on ne peut pas dire que... Non, monsieur, s'il vous plaît, si vous le permettez, la norme internationale, elle est là. Aujourd'hui, nous sommes un professeur pour 150 étudiants. La norme internationale, elle est de 1 professeur pour 25. Mais dans des spécialités, je ne peux pas recruter quelqu'un dont je n'ai pas besoin. Alors, celui qui recrute des personnes dont il n'a pas besoin, ça veut dire qu'il n'est pas responsable. C'est pas un bon gestionnaire. Alors qu'on parle même de l'autonomie de l'université. Au niveau de l'université, il y a des instances, il y a des départements, il y a des commissions. C'est le département qui exprime ses besoins. Il y a un arbitrage qui se fait par. Il y a tout d'abord un arbitrage. On peut exprimer les besoins, mais il y a une supervision. C'est juste pour rappeler comment ça se passe. Le ministère, il a des critères. En fait, l'État donne à l'enseignement supérieur un certain nombre de postes. Le ministère a des critères pour justement répartir ces postes entre les différentes universités. Et puis les universités ont des critères pour répartir entre les établissements. Quels sont ces critères? C'est le taux d'encadrement, le nombre d'étudiants, le nombre de départs à la retraite, les manques dans certaines spécialités. Et puis, au niveau des facultés, il y a des départements, chacun exprime ses besoins. Moi, en fait, c'est comme ça que je connais l'université. Moi, je suis dans l'université depuis 40 ans, je suis dans le top management des universités. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a des structures qui décident de manière à ce qu'il y ait cette adaptation un peu des besoins par rapport à ce qu'on met comme ressources. Bon, maintenant, s'il y a des cas où il y a... Bon, ça devrait être des exceptions. Mais il ne faut pas qu'on taxe l'université d'une manière générale. On donne des exemples. Parce que là, c'est de la mauvaise gouvernance lorsqu'on dit Mais justement, la notion de gouvernance, c'est une notion de contrôle. C'est une notion d'évaluation continue. Lorsqu'on parle de... Contrôle par qui? Par les instances. Par le ministère. Est-ce que vous pensez qu'une université peut fonctionner avec un conseil d'université de 120 personnes ou 110 personnes? C'est un parlement. Comment peut-on piloter une structure de cette manière-là, au nom de la démocratie? C'est insensé. Un conseil, moi je me rappelle de Khalid, l'ex-ministre de l'Enseignement, qui avait proposé 16 personnes dans... Et là, je parle en connaissance de cause, c'était le syndicat qui était contre l'ancien ministre et qui a proposé des élections avec prof assistant, avec professeur maître de conférence à l'époque, avec professeur de l'enseignement. Et on s'est retrouvé avec... C'est un point à l'ordre du jour. Voilà. La constitution des conseils d'université sont pléthoriques. C'est vrai, c'est un point qui est posé. Pléthorique, il va falloir... Ça ne permet pas de débat et 120 personnes qui doivent débattre en une journée. Et parfois, ils laissent la réunion ouverte pour une autre fois. Non. Et donc les dossiers restent en suspens. Voilà, soyons sensés. C'est des choses qu'on peut régler rapidement. Un dernier mot sur cette réforme, messieurs, parce qu'il nous reste 2 minutes avant de clore. Abdelatif Koumat. En fait, moi, je crois que notre pays a besoin d'une nouvelle dynamique. En fait, on est en pleine dynamique sur plusieurs aspects. Et comme je disais tout à l'heure, le capital humain, il est au cœur de cette dynamique. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que peut-être il va falloir encore attendre. En fait, les ingrédients de la réussite, ils sont là. Bien évidemment, la question de la mise en œuvre, de l'application stricto sensu, peut-être il va y avoir quelques... Mais il va falloir, tout en travaillant, tout en agissant, peut-être rectifier. Mais je crois que la dynamique, elle est incontournable et elle est nécessaire pour notre pays. Mohamed Gdira. On utilise une terminologie, je dirais, à l'international, qui est parfois, pour moi, représente une coquille vide.
l'empowerment, la formation tout au long de la vie, on veut bien, on y adhère à ces concepts. Mais maintenant, comment les mettre en application? Est-ce qu'il y a un dispositif au Maroc de la formation de tout au long de la vie? Il y a aussi l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat, c'est vrai, c'est un discours, j'y adhère, il n'y a pas de problème. Mais comment mettre en application? J'ai dirigé des thèses sur l'entrepreneuriat. Le problème, ce n'est pas le problème de l'université, c'est ailleurs. C'est-à-dire, lorsque un jeune entrepreneur veut se lancer sur le marché de l'emploi, il va trouver beaucoup d'entraves administratives, beaucoup d'entraves financières. Et c'est ça le problème. Mais ça ne se règle pas à l'université, ça. Ben justement. J'ai dit auto-entrepreneuriat, je veux bien. Il y a des professeurs qui vont s'investir, il y a des administrations, il y a des administrateurs qui vont investir. Mais moi, ce que je vois, c'est l'output. C'est-à-dire, une fois lancé sur le marché, ben, il y a des problèmes de l'administration, il y a des problèmes des banques, il y a d'autres problèmes. Oh, mais ça, c'est un autre débat. Hein. Ça n'a rien à voir avec la réforme de l'enseignement supérieur. C'est ça, l'adéquation formation-emploi. Mais quoi, on va les former pour être prêts aux problèmes bureaucratiques Non, pas aux problèmes bureaucratiques, mais bien Alors, sûr. je ne vous suis pas. Hein. Ça veut dire, en parallèle... Tout à l'heure, il dit que l'université n'a pas vocation à former pour l'emploi. Oui. Maintenant, on revient pour parler de l'emploi. Sur ce point de l'auto-entrepreneuriat. Sur l'auto-entrepreneuriat. Voilà. Mais déjà, je pense que on avance dans le bon sens qu'on apprenne aux étudiants à l'université l'entrepreneuriat. C'est déjà une nouveauté. Je vais dire une seule phrase. Pour clore, merci. Pour clore, une seule phrase. La bonne foi, elle est là, de tout le monde. Les indicateurs de réussite, je dirais, sont là, quelque part. Mais il y a un problème, je dirais, d'organisation et un problème du capital humain. C'est un grand problème, le capital humain. Oui. Voilà, tout simplement. Mais d'ailleurs, ça a été soulevé même par le ministre lui-même. On ne discute pas la bonne foi. Oui. Tout ce qui a été apporté dans cette licence, extraordinaire. Oui. D'accord? Mais maintenant, ça donne le goût de l'inachevé. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, professeur Mohamed Gdira. Merci. Merci à vous. À vous également, professeur Abdelatif Koumad. C'était une discussion fort intéressante sur cette réforme de l'enseignement supérieur et qui devra commencer dès l'année prochaine pour les étudiantes et les étudiants marocains à qui, bien sûr, on souhaite plein succès dans leur cursus et aussi bonne continuation à ceux qui sont déjà dedans. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre fidélité à Question d'Actu.